Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et je vous souhaite à tous une très bonne année. Oui, l'année 2026 vient de débuter, et je ne sais pas si vous entendiez au loin, parce que moi je l'entends tout simplement à travers la fenêtre, j'entends que ça commence à lancer des feux d'artifice, des pétards et tout, etc. Alors, vu comment vous avez vu la miniature de ce qui va arriver dans cette vidéo, et qu'on va parler encore bien sûr d'un DVD de la ECW en question, eh bien le DVD en question auquel je vais vous montrer, c'est tout simplement Heatwave 1998, ou plutôt 98. Donc oui, ce fameux show qui deviendra l'un des shows phares pour NXT, Heatwave, donc qui veut dire canicule. Donc oui, ne vous y trompez pas, que ce soit WrestlePalooza ou Heatwave, ça venait justement de cette fédération, auquel je suis sûr que personne ne le savait auparavant, mais que maintenant vous le saviez, dorénavant, maintenant. Donc voilà tout. Alors, est-ce que c'est mieux que House Party? Honnêtement, je sais pas trop. Par contre, désolé pour les reflets. Donc il y a les matchs. Le DVD qui sentit plutôt bien. Donc ouais, pas mal. Donc je vais vite directement à l'essentiel. Alors dans ce show, il y a un pré-show, un match dans le pré-show. Et bien sûr, vu comment je vais vous citer quelques matchs, je vais quand même citer le premier. C'est les Hardcore Chairs Shining and Freaks, donc équipe composée de Axel Rotten et de Balls Mahoney, contre The FBI, donc Full Blood Italian, Little Guido, James Maritato, Nunzio et Tracy Smothers. Donc bien sûr, dans le pré-show, vu comment je ne l'ai pas forcément vu tout particulièrement, ces victoires, tout simplement de Axel Rotten et Balls Mahoney. Voilà, tout simplement, j'ai pas trop grand chose à en citer là-dessus, donc c'est 3,20. Et là, la carte principale. Dans la carte principale, je sais qu'on va débuter avec une promo de Shane Douglas, qui, si je dis pas de bêtises, il l'annonce à la foule comme quoi, certes, il est champion, mais qui n'est pas en mesure de défendre son titre comme il se doit, à cause apparemment ce que Taz lui aurait pété le bras. C'est pour ça qu'il a une attelle à son bras parce que il en a grandement chié face à Taz. En même temps, quand tu t'attaques à un mec aussi dur sur l'homme que Taz, tes chances de gagner dans un vrai fight euh, comptent, comptent pas vraiment à réussir. J'ai pas d'autres trucs à dire. Si pour dire que dans un vrai combat face à Taz, on se fait rapidement dominer. Et au passage, bien sûr, Taz, qu'on le veuille ou non, il reste tout de même un catcheur intimidant malgré sa petite taille. Mais vu comment ce n'est pas comme son fils, oui, je sais, je ne cesse de tacler une occasion de tacler son fils parce que selon moi, Hook n'est pas comme son père, même tailleur, même on va dire puissance de prise. Disons que ça reste son fils pour ce qu'il est, mais vu comment il n'a pas, on va dire, bah, le physique adéquat que son père avait, je peux pas dire que voilà, ou que il fasse vraiment peur à quelqu'un d'autre, hein, si ce n'est que il est plutôt quelqu'un de assez fin et que j'y crois pas trop tellement qu'il peut intimider qui que ce soit. En tout cas, c'est ma manière de penser à cela. Mais bon, rien, là n'est pas la question de parler de Hook. La question est en train de parler de ce show. Enfin, qu'on va parler de ce show. Ouf, ça commence déjà l'année avec des petites erreurs comme celui-ci. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, le deuxième match, qui est le premier de la carte principale, c'est Justin Credible accompagné par Jason et Nicole Bass. Et également de
Chastity, je crois que ça marque comme ça, Chastity, contre Jerry Lynn. Donc oui, Jerry Lynn arrive tout seul et il vient en découdre avec Monsieur Justin Credible, qui veut être crédible à tout prix. Ok, ok de chez ok. Disons que certes, le match était bien, sans plus, même si le public était ultra à fond, parce que oui, qu'on le veuille ou non, je sais que la réputation de la ECW est toute écrite. Je sais que la ECW, ils peuvent compter sur une fanbase bah de fans sur Internet, en ligne, qui sont fans de l'indies, du catch hardcore, du catch à la japonaise, mexicaine, de d'autres types Spotfest, etc. Certes, ça fait pas découvert à l'audience casuelle, ça fait plus montrer à l'audience qui sont déjà connaisseurs. C'est un petit peu une erreur stratégique, mais bon, chacun a son public, quoi. Disons que dans l'indie, c'est pas la peine de séduire un public casuel. Là est plutôt l'accent sur séduire un public de connaisseurs qui sont fans de Spotfest, qui sont fans de tout, etc. Que ce soit du côté workrate, du côté un peu trop enfer, etc. J'en passe des trucs. Mais si aujourd'hui, dans l'ère moderne, on a l'intention d'en faire beaucoup trop, de faire des prises sans trop forcément raconter une histoire derrière, disons que c'est la tendance de cette ère-là, de cette ère d'année 2020, quoi, et qu'on peut plus en revenir en arrière. Mais si on pouvait revenir en arrière et réparer un truc qui a été commis, et ça c'est un peu la bêtise qui a été prise sur le fait, je sais pas quoi, je sais pas trop quoi vous dire. Je suis personne pour améliorer les trucs, je ne suis pas l'espoir du catch. Si j'aurais voulu, j'aurais été l'espoir, mais pas du tout. Donc voilà tout. Puis dans le match, comme j'ai dit, c'était bon. Il y a eu quelques quiproquos entre Justin Credible et Jerry Lynn. Et pourtant, en fin de compte, malgré quelques petites interventions, surtout de Chastity, eh ben, ça va permettre à Justin Credible de battre Jerry Lynn. Et voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà tout. Maintenant, le troisième match, qui est un peu le deuxième de la carte principale, mais bon, je vais pas trop dire le deuxième, troisième, quatrième, cinquième de la carte principale, etc. Donc bref, Chris Candido accompagné par Tammy Lynn Sitch, donc connu sous le nom de Sonny à la WWF, anciennement WWE, enfin anciennement WWF bien sûr, excusez-moi, donc bien sûr aujourd'hui qu'on connaît sous le nom WWE, mais anciennement WWF, pour World Wrestling Federation. Voilà, je rattrape ma bêtise, je sais que j'ai un petit peu fait une erreur, mais je me rattrape l'erreur. Ouais, ce bon vieux couple Chris Candido et Sonny, ouais, et dire que Candido des années plus tard, il décédera d'une affection au genou et d'un caillotte sanguin, je pense que c'est cela. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été décédé trop jeune, Chris Candido. Et par la suite, je pense que Sonny va petit à petit le quitter, Chris Candido. Et pareil, elle va complètement sombrer dans, dans l'enfer de l'alcool, la drogue, et commettre des infractions et un délit, surtout parmi l'une d'entre elles où elle va un peu plus être bourrée qu'à l'habitude, parce qu'elle a déjà conduit dans la vraie vie Sonny en état d'ivresse, mais que cette fois-ci, elle aura causé la mort d'une personne. Et du coup, suite à ce genre de cette situation-là, voilà comment maintenant elle est en train de pourrir en prison. Et, et disons que à la grande époque, c'est sûr, Sony, elle était bah,
Disons que elle était comme un rayon de soleil. Que ce soit à l'époque WWF ou d'autres fédérations, c'est sûr que Sunny, elle était sublime, elle était belle, elle était magnifique, une très jolie blonde, comme on aimerait sortir avec une jolie blonde comme elle. Donc c'est sûr, elle était très attirante. Ce qui est moins aujourd'hui, vu comment maintenant on a vu toutes les photos de elle d'aujourd'hui, c'est plus du tout cette Sunny très sexy qu'elle faisait fantasmer les hommes. Disons que maintenant elle ressemble plus du tout à rien. Et ça c'est triste, hein. C'est triste d'en arriver ici. Bon après faut dire elle aurait pas dû tomber dans l'alcool, la drogue et commis un délit grave. Si elle aurait si elle aurait soigné ses addictions, si elle aurait elle aurait fait tout son nécessaire pour pas être ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc voilà, rien qu'à d'y penser ça, ça me fait un petit peu bizarre rien qu'à d'y penser. Concernant le match, pas, j'ai pas trop forcément trop de valeur et trop de trucs à rajouter, si ce n'est que oui entre lui et Ellen Storm, donc Chris Candido et Ellen Storm, euh, ouais contre Ellen Storm, j'ai failli me tromper, mais non c'était bien contre lui. C'était, disons, pas mal. Lenstorm qui est plutôt très technique, malgré le charisme qu'il n'a pas, quoi. Disons que euh, c'est vrai que le problème, ça vient sûrement du charisme. Ils sont pas du tout très charismatiques. Ils sont plus dans l'accès catché in-ring très manière solide que plutôt être une véritable star des rings. Donc c'est sûr que les catcheurs comme lui ne n'ont pas ce qu'il faut pour être reconnu par les fans de catch. Donc, de toute façon, dommage. Pas mal de trucs, notamment les interventions, les multiples interventions de Sony. De toute façon, à la ECW, il n'y a pas forcément de règles. Ils peuvent se le permettre d'avoir des interventions ou utiliser des objets. Rien n'est interdit, logiquement, en temps réel. Mais vu comment on attend toujours qu'il y ait un ref bump pour intervenir, etc. Et du coup, bah, ça fait un petit peu too much, je vais pas vous mentir. Pourtant, à un moment donné, quand Sunny va rester quand elle va croiser la route de Landstorm, c'est sûr qu'elle pourra pas forcément fuir éternellement, si ce n'est que, vu comment dans le match elle ne fait que perturber le déroulement du match, eh ben, ce qu'il veut faire Landstorm, c'est d'arrêter cette saleté de blonde et que malencontreusement, je crois que si j'ai mal vu, je pense que j'ai peut-être mal vu, il va peut-être le mettre la main au niveau de la poitrine, qui malheureusement va faire baisser ben, la robe qu'elle portait, je crois que c'était une robe rouge, et auquel ben, elle va finir les seins à l'air, mais heureusement pour elle, c'est qu'elle va les cacher et demander à un du staff de retirer sa veste pour cacher ce qui était autrefois son magnifique corps de rêve, de sa magnifique belle poitrine. Je vois certains qui fantasmaient à l'époque. Oui, je le sais. Donc tout ça était, on va dire, entre guillemets, une distraction. Ça permet à Candido de prendre l'avantage et de battre Landstorm et de repartir avec le V de la victoire. Même si dans ce match-là, il n'y avait pas forcément d'enjeu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'enjeu. Voilà tout. Maintenant, oui, maintenant, eh ben, un match simple. Toujours un match simple ou match là où tout est permis. Bref, j'ai pas trop d'avis à citer. Eh ben, un match qui oppose Masato Tanaka contre Mike Awesome. Alors, je sais que les deux se sont affrontés, je sais pas s'ils se sont affrontés quelques fois où ils se sont rencontrés, mais tout ce qu'on sait, c'est que bah, Mike Awesome est plus connu pour être un grand destructeur très puissant, vis-à-vis de Masato Tanaka qui est un véritable... qui utilise beaucoup du strong style,
disons du hardcore strong style, vu comment son truc c'est de d'encaisser les coups et de pas trop sentir la douleur. Donc en gros, ce qu'on appelle ça du no selling. Et quand tu nocelles, ben, ça fait paraître les coups d'un adversaire aussi faible soit-il, ce qui est pas tout le temps très très bien amené, selon moi. Et concernant tout ça, qu'est-ce que je pourrais en dire dessus, si ce n'est que je me demande si c'est pas dans ce match-là auquel il se mange un coup d'échelle et qu'il ne vend absolument pas. Parce que j'avais entendu parler d'un match auquel ben, il s'était déjà mangé une chaise de la part de Mike Awesome et auquel ben, il a pas vendu ce coup de chaise malgré la puissance et l'impact. Alors que à la ECW One Night Stand deuxième du nom, c'est sûr, il s'en est mangé un coup de chaise et il n'avait pas le choix de se manger un sacré coup de chaise en pleine tronche. Donc voilà comment je pourrais résumer là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que peu importe qui remportera le match, bah tout simplement, bah soit ce serait Mike Awesome ou Masato Tanaka, bah, c'est finalement Tanaka qui bat Mike Awesome. Voilà, tout simplement. Et là, ben, l'autre match suivant, Rob Van Dam et Sabu, donc RVD et le Genociders, Suiciders et Homiciders. Donc il est homicidaire, génocidaire, suicidaire. En gros, c'est également un fou meurtrier. Il défie la mort. Il, il ne craint aucune douleur ni aucune peur vis-à-vis de ses adversaires. Donc, bien sûr, la tête brûlée en personne, Sabu, qui, vous saviez, je suis sûr que vous le saviez, qui est décédé en 2025, alors que, alors qu'il était encore actif, alors qu'il avait déjà de l'âge. Ce qui est étonnant, même si son décès n'a pas fait un énorme impact envers de la scène médiatique. C'est surtout celle de Hulk Hogan qui a fait beaucoup parler de son décès. Alors que Sabu, pas tellement. À part pour les fans de catch un peu hardcore ou les pro catch et tout, de tout ce qui concerne de près ou de loin le catch en général et de tout ce qui concerne tout cela, ben, nous on l'a appris d'une certaine manière comme quoi il est décédé. Voilà tout. C'est tout ce que je sais là-dessus. Ce qui est un peu triste, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et qu'ils affrontent tout simplement l'équipe des Japonais, euh, anciennement Mr. H ou futur Mr. H, donc Hayabusa et Jinsei. Attendez, Jinsei euh, Shizaki, que à la WWE il se faisait appeler Akushi. Donc oui, c'est ce fameux type auquel il se fait. Alors c'est pas des vrais tatouages, c'est plutôt des dessins de kanji marqués sur le corps et auquel on dirait un peu un maître de cérémonie bah, de la religion shintoïsme. Je crois que c'est cela comme on pourrait décrire, alors que Hayabusa et Sabu, bah eux ils ont plus un style de catch et le même style vestimentaire un peu similaire, si ce n'est que l'un porte un masque, l'autre non. Et d'ailleurs, je pense que le masque de Hayabusa, il va inspirer, je pense, un certain Bandido et quelques d'autres catcheurs masqués. Alors que son catch en question de tête brûlée, ça va plutôt inspirer un certain Will Ospreay en quoi il s'est beaucoup inspiré de ses manœuvres assez aériennes et un peu dangereuses. C'est pour ça pourquoi Will Ospreay aime beaucoup les tactiques très très dangereuses, surtout les prises aériennes. Je me demande parfois si ça lui arrive parfois de réfléchir aux conséquences des douleurs qu'il pourrait avoir à son corps. Mais bon, ça, on le saura jamais
pour Will Ospreay, alors que concernant le match, il était extreme. Tout simplement, il était extreme entre les catcheurs qui sont très virevoltants. Surtout qu'on voit Sabu et Hayabusa comment ils sont capables de faire. Ils sont capables de se mutiler, tuer physiquement. Donc ils se donnent à fond juste pour séduire et pour avoir des pop ici dub. Disons qu'à l'époque c'était entre guillemets banal que le public chantait à tout va et ici dub, ici dub, ici dub. Alors que là, actuellement, on n'a que des pop, juste pour des pop. Mais à l'époque, c'était spécial. Voilà, pour moi, je dirais que c'était spécial. Et c'était, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, à l'époque ECW ou pas, c'était c'était génial, c'était un peu pas mal. En tout cas, pour ceux qui l'ont vécu à cette période et qui ont été fans de catch depuis la première heure. Voilà, je m'adresse aux anciens. Et le match, selon vous, qui allait remporter, est-ce que c'est l'équipe des Japonais ou l'équipe des Américains? Même si je sais que parfois Bill Alfonso, leur manager, a tendance fâcheuse à casser les couilles et à casser les oreilles avec son fameux sifflet. On a vraiment envie de lui faire avaler son sifflet plus profond de la gorge. Donc voilà tout. Donc le match, ça va être remporté par Rob Van Dam et Sabu suite à un double splash sur une table, alors que Hayabusa et Akushi étaient couchés sur le dos, sur la table, et qui vont se manger le double splash de la part des deux. Et voilà comment ils remportent le match, la victoire, et ils conservent les titres par équipe. Parce qu'il me semble qu'il conserve les titres, alors que Rob Van Dam, lui, il était encore champion de la télévision de la ECW, et que c'était le titre au plus long règne, et qu'il avait jamais perdu contre n'importe qui, jusqu'à ce qu'une blessure à la cheville ou à la jambe, je crois que cela l'empêche de défendre son titre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rob Van Dam, il a quand même marqué cette promotion, hein. Comme pas mal, hein, comme pas mal d'autres catcheurs. Et à l'époque, à la ECW, c'était tous des stars, même si c'était pas des stars que tu croiserais sous les tapis rouges des projecteurs. Disons que c'était des stars du catch et pas des véritables stars du cinéma et j'en passe d'autres. Pas comme un certain Dwayne Johnson, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin. Et j'en passe des catcheurs WWE ou encore WCW comme Sting, Goldberg, DDP et d'autres. Et d'autres. Donc certes, c'était pas du même calibre, mais ils étaient des stars à la ECW, quoi qu'il en coûte. Et ce match-là, par contre, je sais pas si je vous ai déjà cité les matchs que j'ai cités. Alors contre Justin Credible, c'est 3,40 face à Jerry Lynn. Chris Candido et Len Storm, c'est un 3,5. Masato Tanaka et Mike Awesome, 3,40. Et enfin, Rob Van Dam et Sabu contre Hayabusa et Jinsei Shinzaki, c'était un 4,20, tout simplement. Donc voilà, je rattrape les notations de ce que j'ai pu oublier de dire. Maintenant, je crois que c'est plus que deux matchs et puis on va passer à un match bonus. Donc tout d'abord, le match entre Taz contre Bam Bam Bigelow. Oui, un match de deux mastodontes qui se rentrent dedans, qui vont rentrer en collision, que ce soit sur le ring ou en dehors du ring. La foule est en délire. La foule aime comment ces deux dangers des rings s'affrontent, se rendent dedans, se rendent des énormes impacts physiques. En tout cas, concernant Bam Bam Bigelow, c'est ce que j'ai pu voir. Car le type, il est capable de briser un ring sans pression. Bon, bien sûr, on connaît la tactique, mais vous avez compris l'idée. Euh, Sauf que là, dans le match, ils vont pas casser un ring, mais ils vont casser l'une des rampes d'entrée qui mènent jusqu'au ring.
Et bien sûr, c'était en genre de, je vais pas dire en genre de podium, mais en genre de marche. Enfin, je sais plus le terme, mais je sais qu'ils ont un peu passé haute ce côté du décor qui mène jusqu'au ring vers la rampe d'entrée. Et puis ça poursuit avec certes euh, Taz qui a tout pris le poids de Bigelow malgré qu'il en a grandement chié dans cet impact, il repoursuit toujours à l'attaque comme, comme un véritable slasher des films d'horreur, comme un véritable monstre qui revient du diable mauvais, comme dirait Jacques Rougeau ou Raymond Rougeau, je crois que c'est cela, si je dis pas de bêtises. Eh ben, il arrive à faire un kata hajime Tazmission sur Bam Bam Bigelow et arrive à le faire soumettre. Donc oui, c'est sûr, il a réussi à faire soumettre Bam Bam Bigelow. Et ce match-là, c'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Et maintenant, ben, le main event de ce Heatwave. Ouais, oui, oui, oui. Attendez. Si je dis pas de bêtises, c'est l'équipe composée de Tommy Dreamer, Sandman et Spike Dudley contre les Dudley Boys Brothers. Donc équipe composée de Bubba Ray Dudley et Devon Dudley avec Big Dick Dudley qui sont bien sûr accompagnés par Joel Gertner Dudley, Singai Dudley et Jeff Jones. Donc oui, l'arbitre de ce match qui est un peu payé par les Dudley Boys pour faire leur sale besogne. Et c'était le bordel. C'était uniquement le bordel. J'ai pas été trop concentré dans ce match-là, si ce n'est que ça a été du pur bordel, pur et dur. Il faut avoir les yeux derrière la tête, clairement, tellement que ça part dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens du terme que j'arrivais même pas à me concentrer d'iota. Et du coup, dans ce match-là, qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que c'est victoire des Face, Tommy Dreamer, Sandman et Spike Dudley sur les Dudley. Donc voilà tout. Je lui mets un 4,10. Et voilà comment je pourrais clôturer tout le show, si ce n'est qu'il y a un match bonus auquel je vais vous citer, mais très rapidement. Shane Douglas contre Bam Bam Bigelow. Je sais plus si c'était quand, mais en tout cas, il était marqué euh, sous le tablier du ring November to Remember, alors que dans ce show de Heatwave, ça s'est déroulé le 12 août 1998 à Dayton, Ohio, au Hara Arena. Alors que dans le show de November to Remember, je ne sais pas si c'est toujours de cette année-ci ou, ou de l'année précédente. Je n'en ai vraiment, mais vraiment aucune idée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont affrontés. Et disons que c'était pas mal, même s'il y avait quelques interventions en même temps. C'est la ECW. La ECW, c'est pas non plus réputé pour être une fédération ultra clean en soi. Et que c'est finalement Shane Douglas qui bat Bam Bam Bigelow pour le titre ECW. C'est tout ce que je sais. C'est un 4,20. Et voilà comment je pourrais conclure cette vidéo. Donc pour tout cela, les matchs, un petit bonus, les petits segments promo et l'ensemble. Hmm, Qu'est-ce que je pourrais ajouter à cela euh, Disons qu'il était, ouais, pas mal, mais sans trop se dire que c'est l'un des meilleurs shows qu'on a vu de notre vie. À part qu'on a vu un meilleur match par équipe entre Rob Van Dam, Sabu et Hayabusa et Jinsei Shinzaki. Voilà. Donc à part que c'était du top. Donc cette note globale pour ce DVD là, je lui mets allez 3,60. Voilà tout. Et c'est comme ça comment je clôturais cette vidéo, tout simplement.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée et bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde et surtout, un très très bonne année à vous tous.